les amis, on est en direct de Namur, rassemblement citoyen pour dénoncer les effets secondaires. Et là, je me trouve avec le docteur Michel Procureur. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour. Donc oui, je m'appelle Michel Procureur. J'ai fait mes études en Belgique, je suis chirurgien ORL depuis plus de 30 ans. Et par contre, j'ai travaillé essentiellement en France, dans le sud-ouest de la France, entre Niort et La Rochelle. Et je suis présent à Namur aujourd'hui pour témoigner de ce qui m'est arrivé. Quelque chose dont je ne me serais jamais douté au début, ni au milieu, ni à la fin de ma carrière, c'est que j'ai été amené à faire des faux passes pour mes enfants et pour plusieurs de mes patients, une centaine de faux passes environ. Bon, j'ai déjà 4 enfants, il n'y a que mon fils aîné qui n'a pas voulu de faux passe parce qu'il est avocat et il a quand même eu une dose d'ARN messager. Entre-temps, j'ai été témoin d'énormément de décès, comme celui d'Anthony Rio, un étudiant de 24 ans en médecine à Nantes et qui est décédé après 10 jours après son injection d'AstraZeneca. Donc c'était de la roulette russe. On a pratiqué une expérimentation à l'échelle mondiale sur des milliards de personnes avec un produit toxique. Et là, les choses sont en train de crever le plafond de verre parce que la vérité prend toujours du temps pour apparaître. On dit qu'elle prend l'escalier alors que les bobards et les mensonges prennent l'ascenseur, mais la vérité éclatera. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que les campagnes vaccinales continuent, il n'y a aucune remise en question, et c'est au peuple de se réveiller, de prendre conscience que sous couvert de nous protéger de soi-disant de pandémie mondiale, ils veulent nous injecter Ils veulent réduire la population, voilà, pour parler clair. Des produits dangereux, inefficaces et oui, il n'y a pas d'autre mot, c'est de l'ordre du criminel et donc ces gens devront rendre des comptes. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre prise de parole, pour votre courage, hein, parce que c'est pas évident de dénoncer des choses comme ça. Et moi je vous dis bravo, merci docteur. Voilà, merci de votre action également. Pendant 30 ans en Vendée, j'ai fait mes études en Belgique et bon, j'étais en fin de carrière, j'avais 63 ans et demi. Quand j'étais obligé d'arrêter de travailler pour les mêmes raisons, parce qu'il y a eu une délation d'un pharmacien chez qui j'allais chercher des doses. Moi, je me suis essentiellement positionné pour défendre mes enfants. Parce que j'ai 4 enfants, dont une fille qui est kiné et qui donne des cours de naturopathie en Suisse et qui me disait « Papa, écoute, il n'y a pas de problème, je vais me faire vacciner, je dois bouger, je dois aller donner mes cours. » Donc j'ai dit « Non, tu ne le fais pas » parce que j'avais déjà eu des retours catastrophique concernant le décès d'Anthony Rio, dont tout le monde a entendu parler. Et le décès d'Anthony Rio est, je dirais, 4. Oui, donc il est pour moi éminemment symbolique, le décès d'Anthony Rio. C'est un étudiant de 24 ans qui était en 6e année de médecine, dont la maman est poissonnière à la Turballe, son papa était marin-pêcheur. On a été la voir d'ailleurs le jour de la Saint-Antoine. On ne savait pas du tout que c'était le jour de la Saint-Antoine. Et Myriam nous a dit, écoute Michel et Denis, merci. Eric, tu étais là aussi. Merci pour votre visite parce que c'est la Saint-Antoine aujourd'hui et c'est le décès d'Anthony. On était sur sa tombe. C'était un étudiant de 24 ans, 6e année de médecine. Donc c'était l'avenir de la médecine. J'aurais pu être son père. Parce que... Voilà, j'ai des enfants de son âge, j'ai fait la médecine comme lui la faisait, et il est décédé à Nantes, dans une ville tristement célèbre pour le commerce triangulaire et l'esclavagisme. Donc on sent le bruit des bottes qui reviennent et tout ce qui est en train de se mettre en place pour nous obliger à pratiquer une médecine sans éthique. Donc
L'éthique, c'est la responsabilité et la solidarité, et on nous demande de ne plus être responsable de nos actes, et non plus de ne plus être solidaire des actes qu'on pose. On pose des actes, mais on doit surtout être responsable des actes qu'on pose. Et donc là, la majorité des médecins et des soignants n'étaient ni responsables ni solidaires de ce qui s'est passé, parce que c'était ni une thérapie génique. Dans la thérapie génique, on entend thérapie, mais on ne soigne rien du tout. Toutes les constatations qu'on en a tous faites, que ce soit la mort d'Anthony Rio, donc je vous dis, qui était en 6e année de médecine, qui a reçu une dose d'AstraZeneca le 10 mars 2021 et qui est mort le 18 mars, 10 jours après. Hein, donc le 8 mars et le 18 mars, il a été retrouvé avec des thromboses dans tous les organes. Le médecin légiste a dit à sa mère qu'il n'aurait jamais pu s'en sortir. Voilà, hein, donc c'est un numéro de lot que Myriam a essayé de retrouver sur Internet, parce qu'un pharmacien a bien voulu aller sur son compte Amélie, parce que dans le service où il s'est fait vacciner, dans le service médical de Nantes où il s'est fait vacciner, les secrétaires et personne n'a eu comment dire, enfin, l'humanité, voilà, l'humanité de lui donner même le numéro qui avait tué son fils. Donc c'est le numéro ABV 5300, et ce numéro a été retrouvé sur une note de la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui montrait qu'il avait déjà été interdit en Scandinavie, en Suisse, en Autriche. Il était interdit d'entrer dans ces pays. Alors que Véran, un mois après le décès d'Anthony, disait en France, il n'y a aucun problème avec AstraZeneca, on continue. Donc c'était vraiment de la roulette russe. Hein. On nous demandait de mettre le canon sur la tempe de nos patients et de faire n'importe quoi, sans consentement libre et éclairé, alors que dans toutes les notes de Pfizer maintenant, ils connaissaient les effets secondaires, que ce soit la myocardite, les maladies neurodégénératives, les turbocancers induits, et toute la pathologie liée à la protéine spike qu'on vous oblige de produire avec l'ARN messager modifié. Et donc, pour moi, ça n'a pas de nom. Donc, les incohérences ont débuté très tôt. Moi, j'ai eu tout de suite le réflexe de prendre contact avec des tas de gens qui étaient bien conscients de ce qui se passait, que ce soit Louis Fouché, qui est venu me défendre à Nantes lors de mon procès, pour reparler du procès. Bon, après la dénonciation du pharmacien par la visite d'un sbire de l'ARS qui voulait savoir pourquoi un pharmacien à Fontenay-le-Comte distribuait des doses de vaccins à un médecin libéral qui vaccinait en clinique alors qu'il y avait un vaccinodrome à Fontenay. Il lui a dit, écoutez, je pense qu'il tient déjà des propos anti-vax, je pense qu'il fait des faux, je pense. Donc est-ce que vous pouvez mettre tout ça noir sur blanc et écrire à l'ordre des pharmaciens? Et donc, voilà, c'est comme ça que mon enquête s'est développée. Moi, il se fait que le commandant de gendarmerie, j'avais opéré ces gamins 8 ans avant, et il m'a dit, écoutez, monsieur le procureur, je vous connais. Pourquoi ils n'ont pas porté plainte? Parce qu'en général, comme tu es médecin, ils n'ont pas porté plainte à l'ordre des médecins plutôt que l'ordre des pharmaciens. Mais c'est un pharmacien, si tu veux, qui a dit ça à l'ARS, et l'ARS a demandé que eux d'abord fassent un signalement à l'ordre des pharmaciens, et l'ordre des pharmaciens, bien sûr, a porté plainte via l'ordre des médecins, voilà, l'ordre des médecins de Vendée, qui lui a bien sûr renseigné l'ordre national, et je suis passé en chambre disciplinaire déjà aussi. J'ai fait appel de l'interdiction des 3 ans d'activité. Donc si je veux, je continue à travailler, mais je ne veux plus, pour l'instant, ne plus travailler dans ce système corrompu, et où on nous oblige à vacciner des enfants, à vacciner des femmes enceintes, à vacciner des... Enfin, c'est n'importe quoi. On ne vaccine pas des enfants ni des femmes enceintes en pleine pandémie. On nous demandait de vacciner tous les 3 mois. Je voulais surtout rester en place. Et c'est pour ça que j'ai fait des faux pour moi d'abord, pour mes enfants. Puis je me suis dit, si je le fais pour moi et mes enfants, c'est mon rôle de protéger mes patients. Et donc, c'est pour ça que je fais, comme Elodie, une centaine de faux pour une détresse humaine énorme, des aides-soignants, même des chirurgiens, une amie à moi qui était chirurgienne, qui
qui avait sa maison à rembourser, qui était un peu en burn-out, une amie radiologue aussi. Et ce qui se passe là-dedans aussi, c'est qu'on sent que d'abord le temps nous donne raison, hein, comme le père Innocent le disait, je pense que la meilleure des qualités, c'est la patience. Et la patience est en train de nous donner raison, petit à petit. Alors on veut, Élodie et moi, ni être des martyrs, ni des héros. On a simplement respecté notre serment d'Hippocrate. On a protégé nos patients. On a, dès le début, voilà, on a eu vraiment la sensation de mettre en danger les personnes qui allaient se faire vacciner. Et surtout, comme le disait Beaumarchais, je fais cette citation parce que je trouve qu'elle est tout à fait adaptée à la situation, c'est que quand le mal a toutes les audaces, le bien doit avoir tous les courages. Et c'est qu'on devait vivre ce qu'on a vécu, Élodie, et on peut en être fier. Je pense qu'avec les milliers d'articles qui sortent maintenant, avec les éminents scientifiques qui vont nous entourer dans notre parcours, dans nos procès, et puis aussi ce qu'on est en train de faire aujourd'hui grâce à Anne-Marie, à vous tous, au Père Innocent-Marie, au Père Louis-Marie et François qui étaient là, c'est de défendre le sacré. Effectivement, comme tu le disais, on veut bannir le sacré de nos vies, alors que nos enfants et que nos parents sont sacrés. Et nous n'avons pas de concession à faire vis-à-vis de ça. Aucune concession. C'est non négociable. Excusez-nous, on est ému. Hein. Vous savez pas ce qu'on en a bavé. Tous, on en a bavé. Oui, excusez, c'est un peu la fatigue peut-être. Et lui, Fouché a dit aussi, non, mais je crois que c'est la première fois que tu dis que tu allais fouiller tout ça au corps. Et franchement, ça, je te dis, ça me fait frémir parce que je me dis, oula, qu'est-ce qui peut se passer? Voilà, on sait que Rainer Filmich est en prison, qu'il a des fouilles de corps et qu'il est torturé. Donc, vous savez, c'est comme un peu pendant. On ne réalise pas parce que tout a l'air normal, mais c'est comme pendant la Seconde Guerre mondiale, vous savez, quand les nazis attrapaient les résistants et puis qu'ils les torturaient. Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà. Un peu ça. Je voudrais dire aussi une chose. J'ai lu récemment un titre d'un bouquin que je voudrais parvenir à trouver. C'est un bouquin qui est en anglais, qui n'est pas encore traduit, et qui est Silent Weapon. Donc Silent Weapon, ce sont des armes silencieuses for a quiet war, donc pour des guerres calmes. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Donc on est face à l'usage d'armes silencieuses dans une guerre calme. Tout se passe en percolant doucement. Là, il n'y a aucune remise en question, il continue, il n'y a aucun dialogue possible. Mais je voudrais que notre aventure puisse servir à quelque chose bien après les décès qui seront irréparables. Mais que moi, je ne crains pas non plus la justice des hommes, et j'ai des comptes à rendre à nos décisions divines, comme Antigone l'a fait, puisqu'on en a parlé d'Antigone, et qu'on en parlera aussi par le biais d'une écriture commune. Élodie et moi, on a décidé de mettre ça par écrit, de faire témoigner des femmes comme Myriam Rio, et par ce moyen-là, de réaliser une catharsis qui nous permette de passer la page et puis de continuer à profiter de la vie, parce que c'est ce qu'on doit faire, parce que même notre histoire ne changera pas le décours des choses. C'est un témoignage, on ne détient pas la vérité, mais on a été soumis
une situation qui ne nous donnait pas le choix. Et il existe dans le Code sanitaire de santé publique des articles auxquels nous devons répondre. Ce sont des articles tout à fait spécifiques qui nous demandent en gros de ne pas réagir comme des robots si on nous demande de réagir comme des robots dans des situations dangereuses et d'y désobéir justement pour protéger nos patients. Donc il y a des articles tout à fait... Amin Oumlil en parlera beaucoup mieux que moi. Il sera là, on évoquera le droit de nécessité, hein, que dans cette situation où on risque de tuer un patient, de tuer un enfant, de rendre malade à vie une personne, qui d'autre que nous allons le faire? Qui? Ce ne sont pas les politiques, ce ne sont pas les gens qui n'ont pas le retour qu'on en avait rapidement. On a eu des contacts avec Mélodie Ferron, avec les milliers de femmes qui n'avaient plus de règles, les femmes de 85 ans qui recommencent à avoir des règles, qui devaient se faire hystérectomiser, avec maintenant la femme de Marc Doyer qui est décédée d'un Creutzfeldt-Jakob, et de toutes les pathologies liées à ces injections qu'on ne connaît pas du tout, et qui mènent à des pathologies qui ne seront pas encore apparues dans quelques mois, mais qui n'apparaîtront que dans plusieurs années même. Hein, il y a des pathologies liées qui apparaissent directement dans les suites immédiates, dans les mois, dans les années qui suivent ces injections, parce qu'elles agissent essentiellement sur notre système immunitaire, mais aussi sur des gènes qui nous protègent d'évolution cancéreuse, d'évolution de maladies neurodégénératives. Et tout ça se savait. Tout ça se savait. Il est temps de le dire. Il est temps d'obliger les politiques qui nous ont obligés à pratiquer ces injections, d'accepter un échange. Et comme beaucoup d'États maintenant aux États-Unis interdisent catégoriquement les injections à ARN messager, et comme Alexandra Henrion-Caude le fait aussi, d'appeler à un moratoire, même sur tous les vaccins, de rediscuter des vaccins qui provoquent l'autisme, hein, comme le neveu de Robert Kennedy Jr. le fait aux États-Unis, est en train de prouver que l'autisme est directement en rapport avec le ROR, avec les injections, qui est une injection qui n'est pas du tout ARN messager, mais qui contient du formaldéhyde, qui sert à conserver les cadavres, avec des dérivés mercuriels, avec voilà, et avec de l'aluminium qui est un tropisme neurologique que tout le monde connaît maintenant, qui se concentre au niveau des neurones et qui provoque des dégâts irréversibles. Hein, donc voilà. Donc moi, pour terminer, j'aurai un procès. Oui. Je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que Michel a dit. Je suis franchement très très émue par la conférence comme tout le monde, parce que je m'aperçois qu'on en a. Vous rendez pas compte le stress qu'on subit, parce qu'en fait, on est des citoyens normaux, vous voyez, des papas, des mamans, etc. Des gens qui n'ont jamais eu d'histoire vraiment, vous voyez. Et d'un coup, on se retrouve sur des procédures judiciaires pour terroristes et assassins. Enfin, on vous traite comme des criminels en vrai, vous voyez. Et d'un coup, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a quand même un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on subit, vous voyez. Et on nous accuse de tous les maux, et alors qu'on n'a rien fait en fait. On est innocent. Et d'un coup, on se trouve sali de toutes les façons possibles et inimaginables. Sali, et on vit avec la peur que la cellule terroriste débarque et nous embarque. Vous voyez? Je voudrais encore juste rajouter un mot, c'est que nos confrères, bon, vous savez, je suis d'origine belge, j'ai essentiellement travaillé en France, mais j'ai travaillé 5 ans en Belgique, j'ai fait mes études en Belgique. J'ai beaucoup de contacts avec Alain Collignon, avec le groupe de OUPS, hein, donc l'Ordre universel des praticiens de santé, qui regroupe plusieurs milliers de personnes dans tous les domaines qui voulaient s'y associer. Et eux sont en train de mener des procédures d'attaque contre les ordres des médecins qui ont permis de continuer. Alors Alain Collignon a déjà gagné une partie de son procès sur le fond,
Maintenant, bon, ils sont en train voilà, d'être tatillons sur la forme, mais les choses avancent, les choses évoluent. Mais de nouveau, eux se revendiquent lanceurs d'alerte et on se revendique également lanceurs d'alerte. Si nous, on n'est pas des lanceurs d'alerte, je me demande qui peut l'être. Voilà. Je me permets de rajouter que c'est même un devoir essentiel que d'être lanceur d'alerte. Ça aurait dû même être le devoir de chaque soignant qui a eu la chance de percevoir, parce qu'il faut là aussi faire un gros travail de non-culpabilité des soignants qui ne voient pas encore. Ils font comme ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais ils savent, hein. Ils savent parce que j'ai des laborantins qui m'ont contacté en 2022 en me disant « Mon Dieu, ils m'ont montré leurs images, je ne veux pas faire mon travail, mais je travaille dans une maison de retraite, on fait des prises de sang, on dose les sangs et on voit des coagulations de partout. » Avant, c'était là, on a genre à nous dire on a 10 coagulations par mois. Je me permets, il y a des soignants, des scientifiques qui savent. Il y en a qui ne savent pas. Et ceux qui ne savent pas, ils font de leur mieux avec ce qu'ils ont et ils ne veulent pas le mal forcément. On doit leur tendre la main. Et même ceux qui le savent et qui ne disent rien, on doit aussi leur tendre la main parce qu'ils sont piégés dans des espaces qui sont très durs. Bon, mais ce que je voulais dire par là, c'est que être lanceur d'alerte, c'est un devoir. J'ai mis du temps à le comprendre et pour autant j'ai été lanceuse d'alerte à mon niveau parce que j'ai essayé de prévenir tous mes patients, enfin vraiment tout mon entourage au sens le plus large possible. Ça fait partie de nos diplômes. De ta déontologie. Et ça fait partie de nos devoirs de citoyens. Ça fait partie de nos devoirs de chrétiens catholiques. Voilà. Bravo. Voilà, je ne sais pas, peut-être si vous avez des questions à peut-être à nous poser à l'un et l'autre. Il a 10 minutes de temps de parole, Oui. parce qu'on a prévu 30 minutes à peu près chacun pour ne pas déborder, parce qu'à 7 h on doit aller manger. Mais allez-y, vous avez de la chance de les avoir là en face de vous. Franchement, allez-y. Bon, pour notre chance, on a une jurisprudence, on va parler de Lucas Bertrand qui est à la Réunion et qui lui a fait beaucoup de faux passes aussi, qui s'est fait dénoncer aussi, qui a été, je ne sais pas si vous en avez entendu parler de Lucas Bertrand, c'est un médecin généraliste qui a été très inquiété aussi et qui a gagné son procès parce que dans mon cas comme dans celui d'Élodie, moi je voulais ne pas toucher le moindre centime sur ces injections, bien sûr, et je le faisais même en dehors de toute consultation, donc je ne demandais même pas une consultation pour ça. Mais on avait une incitation à être vacciné, c'est-à-dire que la Sécu nous versait 5,40 €. Donc en fait je suis redevable à la Sécu de 5,40 € multiplié par 199 injections. Donc ça fait plus ou moins 1 000 €. Donc c'est de l'argent sale, moi je ne veux pas le garder cet argent. Donc, mais on me l'a versé. Et le commandant de gendarmerie m'a carrément demandé, mais vous travaillez gratuitement parce qu'on a surveillé tous vos actes. Et chaque fois que vous vacciniez, il n'y avait pas d'acte de consigné. Et puis je leur ai dit, oui, mais on était incité à vacciner puisqu'on recevait 5,40 €. Et voilà, pour le cas de Lucas Bertrand, il a fait beaucoup de consultations où il demandait simplement 23 €, je pense, pour voir le patient et pour lui faire sa vaccination. Ce qui, dans un sens, était plus intelligent parce que ça permettait de se dire, bon, il a vu le patient, il a demandé 23 €. Moi, ça a éveillé les soupçons me concernant. Mais moi, il n'y a rien à faire, je n'en voulais pas. Et ce qui fait que lui doit rembourser environ 6 ou 8 000 €, il en a fait beaucoup. Et le juge, à son dernier procès, a conclu le dossier en disant qu'il n'y avait aucune raison qu'on interdise ce médecin de travailler. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Voilà, ça s'est passé en mai de cette année, à La Réunion. Et moi je passerai en pénal le 5 novembre à la Sainte-Sylvie, le 5 novembre à La Roche-sur-Yon. Mais là je préviendrai les collectifs,
Normalement, Amine Lille m'a confirmé qu'il viendrait. Louis Fouché, sans doute, viendra me défendre aussi. Je demandais à Jean-Marc Sabatier de venir. Hein, je demanderai à des porte-paroles de collectifs, hein, sans doute la victime et des gens qui ont été en étroit contact avec beaucoup de victimes. Pour reparler de la victime, moi dans ma carrière en 35 ans d'activité, j'ai peut-être vu 2, maximum 3 vraies maladies de Charcot. Et là, il les collectionne, quoi. Il en a 40 là, pour l'instant. Aux dernières nouvelles, entre 51 et 56. Enfin. Donc, c'est. Voilà. Donc, si vous avez peut-être des questions à poser à Elodie ou à moi. Tu es aussi parrain de Action 200 Belgique. Voilà, je suis parrain de Action 200 Belgique avec Marc Rombaud qui a perdu sa fille. Jennifer. Jennifer, qui avait 42 ans. Et. Bon, ben, là aussi, le même scénario s'est développé en Belgique, hein, bien sûr. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont vraiment penchés sur les lots, et apparemment, il y a des lots qui étaient très toxiques, et certains lots qui n'étaient pas du tout, heureusement. On peut espérer que les gens qui ont eu de multiples injections fassent quand même pas de problème. Et voilà, c'est le meilleur qu'on puisse espérer. Voilà. Bravo.